J'ai l'honneur d'ouvrir le bal. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tony Gardon, je suis en deuxième année de thèse à l'IFREMER du Pacifique et j'étudie l'impact des micro et nanoplastiques sur l'huître perlière. Alors, comme vous le savez, la pollution plastique est probablement l'une des plus grandes préoccupations environnementales de notre temps. Donc à l'heure où je vous parle, c'est près de 300 kilos de déchets plastiques qui sont déversés chaque seconde dans les océans, c'est absolument énorme. Ça représente environ 10 millions de tonnes à l'année. Alors, une fois en mer, ces déchets, eh bien, ils vont se déplacer au gré des courants et venir s'accumuler dans des zones qui s'appellent des gyres, qui sont au nombre de 5, dont le plus important, qui est celui du Pacifique Nord, et qui est aussi le plus connu sous le nom du 7e continent. Alors, ces déchets plastiques, eh bien, ils ont différents impacts. Ils ont des conséquences écologiques dramatiques sur la faune à l'échelle macro, c'est-à-dire le macro-déchet, mais aussi ils représentent une source très importante de micro- et nanoparticules qui est liée en fait à leur dégradation au cours du temps. Et ce sont ces particules qui sont le plus souvent invisibles à l'œil nu, qui représentent une bien plus grande menace, puisqu'en fait, elles peuvent être ingérées par tous les organismes vivants et remonter la chaîne alimentaire pour potentiellement finir dans notre assiette. Mais pas que, il y a des chercheurs qui en ont trouvé par exemple dans des eaux minérales, dans du miel, dans du sel de table. Donc ce sont des particules qui s'invitent de plus en plus dans notre quotidien. Et donc elles sont tellement omniprésentes qu'on en retrouve même donc au fin fond de l'Antarctique, dans les abysses, etc. Et on s'est interrogé du coup sur la situation de la Polynésie française face à cette menace émergente. Et malheureusement, en Polynésie française, on n'est pas épargné, puisque, notamment dans les lagons perlicoles, puisque dans les années 2000, la perliculture a connu un déclin économique qui a entraîné la fermeture de beaucoup de concessions. Et cela a entraîné l'abandon de nombreuses structures au fond des lagons qui sont accumulées d'année en année. Donc ici, vous avez plusieurs photos qui décrivent un petit peu cette pollution. Et donc ces structures d'élevage abandonnées, en plus des structures opérationnelles, eh bien, sont quasi exclusivement composées de matières plastiques qui se dégradent au cours du temps et conduisent à la formation de micro- et nanoplastiques. Alors comment cette dégradation a lieu? Eh bien, en fait, elle est le résultat de facteurs naturels. Donc, par exemple, l'ensoleillement et les rayons UV qui jouent vraiment un rôle majeur dans ce processus. À cela viennent s'ajouter les forces mécaniques comme les vagues, le vent. Donc l'ensemble de ces facteurs agissent sur les structures, les dégradent progressivement et conduisent à la formation de micro- et nanoplastiques qui se retrouvent alors disponibles dans la colonne d'eau pour divers organismes, et notamment l'huître perlière qui pourrait filtrer une grande quantité de ces particules, puisque c'est un organisme filtreur qui se nourrit de microalgues. Donc on ne connaît pas encore les effets de ces particules sur l'huître perlière, alors même qu'elles représentent quand même la deuxième ressource économique du territoire. Donc est-ce que l'économie de la filière perlicole est menacée, et plus généralement, est-ce que l'écosystème lagonaire est menacé? Donc c'est pour répondre à ces interrogations que le projet a vu le jour. Et il s'articule autour de 3 objectifs. Donc le premier qui est de caractériser la contamination en microplastiques dans les lagons polynésiens, et plus particulièrement dans les lagons perlicoles. Le second qui est d'étudier l'impact des microplastiques sur l'huître perlière, donc au niveau de la qualité de la perle, au niveau de la reproduction, mais aussi au niveau du métabolisme général de l'individu. Et puis enfin, étudier l'impact des nanoplastiques qui sont bien plus petits et qui pourraient potentiellement perforer les parois cellulaires et se transloquer, se déplacer de tissu en tissu au sein d'un organisme contaminé. Mais aujourd'hui, je n'aborderai que les résultats concernant l'axe 1 et l'axe 2. Avant cela, un dernier élément contextuel qui me semble important, puisqu'il constitue les bases du projet et nos premiers pas dans la thématique, notamment en termes d'impact, où nous avions exposé pendant 2 mois des huîtres perlières à des microbilles de polystyrène calibrées de 6 et 10 microns qu'on avait achetées auprès d'un laboratoire spécialisé dans la production de ces particules. Et on avait testé donc plusieurs doses et on a pu constater une baisse de l'efficacité d'assimilation des animaux, c'est-à-dire qu'ils digéraient moins bien les microalgues qui leur étaient distribuées en présence de microplastiques. Donc cela a logiquement impacté le gain d'énergie des animaux, qui s'est traduit même par un déficit énergétique à la concentration maximale.
Et donc, qui dit dérèglement énergétique dit répercussion sur d'autres compartiments biologiques. Et là, en l'occurrence, ça s'est répercuté sur la reproduction des animaux. C'est-à-dire que certains ont pallié leur déficit énergétique, leur baisse d'énergie, pardon, en puisant l'énergie dans leurs gonades, c'est-à-dire en métabolisant leurs propres gamètes, les spermatozoïdes, les ovocytes, ou même complètement s'arrêter de produire ces gamètes. Donc ces premiers résultats ont fait l'objet d'une première publication. Mais à l'issue de ça, on s'est dit qu'il serait plus pertinent de se mettre dans des conditions réalistes, c'est-à-dire tester des concentrations en microplastiques que l'on rencontre chez nous, tester des microplastiques qu'on rencontre chez nous. D'où l'intérêt du premier axe, qui est donc d'évaluer la contamination en microplastiques dans les lagons perlicoles. Donc pour cela, 5 sites ont été sélectionnés, 4 atolls dans l'archipel des Tuamotu, qui sont Ahe, Manihi, Takapoto, Takaroa, et une île dans l'archipel des Gambiers qui est Mangareva. Alors ces sites ont été sélectionnés pour leur activité en termes de perliculture, bien entendu. Alors en quoi ça consiste? Quand on part en mission, eh bien, la méthodologie de prélèvement consiste à faire des échantillonnages d'eau en surface, donc à 335 et 80 microns via un filet manta, et des prélèvements dans la colonne d'eau à 40 microns avec un filet à plancton. Donc on essaye de répartir l'ensemble de ces prélèvements et de couvrir la surface totale du lagon. Donc là on a un exemple de Manihi avec des prélèvements également dans la passe en courant entrant et sortant. On réalise également des prélèvements d'huîtres perlières. Donc une fois qu'on a tous ces échantillons-là, eh bien on va les traiter. Et pour les traiter, le but c'est de se débarrasser de la matière organique, c'est-à-dire les algues, les débris végétaux, les petits alevins, pour donc les digérer. Eh ben, on utilise un acide, une base, et on purifie, entre guillemets, notre échantillon pour ne conserver que les microplastiques que l'on filtre. Et ces filtres sont ensuite analysés. Donc on va quantifier le nombre total de particules présentes sur ces filtres, et puis après on va les identifier, à savoir si c'est du plastique, et si c'est le cas, quel type de plastique, du polyéthylène, du polystyrène, etc. Donc ici, ce sont les résultats concernant l'atoll de Manihi. Donc il y a quelque chose qui nous saute aux yeux déjà dès le début, c'est quand on regarde les moyennes de l'ensemble de ces prélèvements, eh bien une disparité de répartition, c'est-à-dire qu'en surface, on se situe entre 4 et 7 particules par mètre cube, alors que dans la colonne d'eau, on se situe à près de 272 particules par mètre cube. D'où l'intérêt d'étudier quand même la colonne d'eau, puisque c'est bien là que nos huîtres sont élevées, puisqu'elles sont élevées entre 5 et 10 mètres de profondeur. Mais là, par contre, je vous présente les particules totales. Il faut donc connaître la part des particules plastiques dans ce nombre de particules totales. Et bien, en identification, on va identifier des polymères naturels, le coton, la cellulose, mais aussi beaucoup de polymères synthétiques, notamment du polyéthylène terephthalate, polypropylène, polystyrène, etc. Grâce à ces proportions, on va pouvoir affiner nos résultats et corriger, entre guillemets, les résultats précédents. Et on se situe donc, en se basant sur ces proportions, entre 2,5 et 4,5 particules par mètre cube en surface et près de 176 particules plastiques par mètre cube dans la colonne d'eau. Donc bien entendu, les plastiques qui sont identifiés là ne sont pas forcément tous reliés à l'activité perlicole, mais on en a quand même identifié un certain nombre. Notamment pour le polyéthylène, qui est le polymère le plus présent et qui correspond notamment à l'ombrière de collectage, qui est fait pour collecter les jeunes huîtres, et aussi le cordage, qui est vraiment le lien de prédilection qui est utilisé à outrance pour relier les structures entre elles. Donc on va retrouver aussi du polypropylène, qui correspond au grillage de protection des huîtres, du polyamide, du nylon, et aussi du styrène acrylonitrile, qui est le polymère qui constitue les bouées made in Fénois. Et donc pour la suite, c'est-à-dire l'axe 2, l'étude d'impact, eh bien on s'est focalisé sur le polymère le plus présent, le polyéthylène, et qui correspond notamment aux structures et aux microplastiques qui correspondent à ces structures que l'on retrouve le plus sur nos filtres. Donc en termes d'impact, il faut savoir qu'il y a deux types d'impact quand on étudie les particules plastiques. Il y a l'impact toxicologique, qui est lié au relargage de substances chimiques qui sont présentes dans le plastique, puisque lors de la fabrication des plastiques, on y incorpore des additifs qui sont là pour améliorer leur performance, leur durée de vie, leur résistance. Et à côté de ça, il y a l'impact physique, qui est vraiment l'impact de la particule ingérée en tant que telle.
Donc ici, ce sont des résultats concernant l'impact toxique, c'est-à-dire qu'on a coupé en petits morceaux ces structures, que l'on a fait croupir dans de l'eau de mer pendant plusieurs heures, donc 24 heures, et puis on a filtré, on a récupéré cette eau qui s'appelle lixivia, et on l'a exposée à des embryons d'huîtres perlières pour étudier l'impact sur le développement et la survie larvaire, donc à plusieurs concentrations. Et on a pu constater donc une diminution dose dépendante du nombre de larves D, et donc une augmentation de la mortalité en fonction de la concentration en lixivia. Et quand on va analyser ce qu'il y a dans ces structures plastiques, eh ben on se rend compte qu'il y a des composés qui ne sont pas très sympas. Le 1,3 et le 2,6 d'isopropyl naphthalène, par exemple, très toxiques, inhibiteurs de germination, ou encore les phtalates qui sont plus connus, hein, très toxiques, perturbateurs endocriniens et bioaccumulables dans la littérature. Donc à l'issue de ça, donc en ce qui concerne les perspectives, eh ben, après avoir étudié l'impact toxique, on va étudier l'impact physique, c'est-à-dire qu'on va produire, j'ai produit donc mes propres microplastiques à partir de ces structures, et je les ai exposés à des concentrations environnementalement pertinentes, liées aux résultats de l'axe 1, aux huîtres, pour avoir une idée de l'impact sur la biominéralisation des animaux et la qualité de la perle. Donc le but de cette manip, c'était de répondre à plusieurs questions. Dans un premier temps, est-ce que les microplastiques affectent les qualités biominéralisatrices des greffons, c'est-à-dire le morceau de tissu qui est greffé d'une huître donneuse à une huître receveuse qui aura le rôle de produire la perle? Et est-ce que les microplastiques affectent la réussite de cette greffe? Est-ce qu'il y a rejet du greffon, rejet du nucléus? Et est-ce qu'ils impactent les processus de biominéralisation? Donc cette expérimentation a engrangé énormément de données qui sont en cours de traitement. Donc on fait des approches moléculaires sur les tissus biominéralisateurs qui sont le manteau et le sac perlier. On fait des mesures de croissance coquillière, des analyses de malformation de la coquille interne, et on analyse aussi la formation de la perle en termes de rotation. Donc en termes de perspective, il y a également mon troisième axe, hein, où je vais étudier en fin d'année l'impact des nanoplastiques sur l'huître perlière, et j'espère pouvoir vous présenter tous ces résultats l'année prochaine. En ce qui concerne les conclusions, eh bien, on a bel et bien beaucoup de particules plastiques dans les lagons perlicoles. Ça pourrait représenter entre 5 et 8% de l'ingéré, c'est-à-dire que dans 1 litre d'eau filtrée par l'huître, près de 5 à 8% des particules qui seront présentes dans ce litre d'eau seraient du plastique. Donc cela pourrait impacter la croissance et la reproduction des stocks, si on constate les résultats de la première expérimentation préliminaire. Et donc, à titre indicatif, Manihis se situe à une bonne position dans la contamination mondiale, hein, puisqu'on n'est pas loin des concentrations qu'on retrouve en Méditerranée au large de l'Israël. Donc oui, j'attire surtout votre attention sur le prélèvement à 335 microns, là en noir, puisqu'il s'agit de la méthode standardisée dans le monde. C'est basé sur des traits de filet en surface à 335 microns. On peut dire également qu'au moins 40% des plastiques identifiés sont utilisés en perliculture, et dont l'ombrière et le cordage qui sont les structures les plus présentes. Et ce sont des structures donc, qui sont toxiques pour les animaux. Donc je vous remercie de votre attention. Les travaux avancent et j'espère, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Gardon, pour ce travail qui a l'air passionnant. Je vais tout de suite passer la parole au jury qui va vous poser un certain nombre de questions, donc pour un temps maximum de 10 minutes. Oui, merci pour cette présentation, très intéressante. J'ai deux questions. Quand tu as montré tes moyennes, ce sont des moyennes sur le lagon où tu as fait différents prélèvements. C'est la moyenne sur ces différents prélèvements. Mais est-ce que tu as fait à chaque fois un seul prélèvement, ou est-ce que tu as fait une moyenne sur le temps? Parce que le plastique, ça vient en fonction des courants, donc ça peut varier considérablement, quoi. Non, il n'y a pas de moyenne sur le temps. Quand on part en mission, on a un temps donné pour pouvoir réaliser nos différents traits sur la surface du lagon. Donc c'est vraiment le temps n'est pas compté là, dans ces moyennes-là. Donc ça pourrait être répété pour augmenter la puissance de ces résultats. D'accord.
Et deuxième question, bon, tu as parlé de l'impact des plastiques sur la croissance de la perle, sur la minéralisation. Est-ce que tu t'es intéressé aux muscles de l'huître perlière que l'on consomme? Donc, je ne sais pas si ma question a un sens, mais est-ce que tu as pu doser la quantité de plastique dans le muscle de la perle? Alors, on n'a pas dosé la quantité de plastique dans le muscle. Ça pourrait être fait, même si les méthodologies sont très difficiles à maîtriser, même encore à l'heure actuelle. Surtout que dans le muscle, ça voudrait dire que ce sont des particules très petites qui se sont transloquées du coup, puisqu'elles sont passées du système digestif de l'animal dans le muscle, donc potentiellement des nanoparticules. Et là, dès qu'on touche les très très petites tailles, les méthodologies sont très restreintes. Mais ce serait très intéressant. On fait du dosage de glycogène dans le muscle, par contre, c'est-à-dire les réserves énergétiques de l'animal. Et à quel but? Comment? Dans le cadre de tes travaux? Oui, c'est ce qu'on va faire, oui. Mais pourquoi? Dans quel but? Dans le but de, justement, on a vu qu'il y avait un impact au niveau de l'énergie de l'animal. Et si on va voir dans le muscle, qui est supposé être l'organe où il y a le stock d'énergie, de glycogène en l'occurrence, si on n'a plus, ça veut dire qu'il y a une carence quelque part, il y a un problème. Donc on va doser le glycogène dans le muscle. Ok, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Merci. J'ai également deux questions, une technique et une plus générale. La technique, c'est comment et où sont réalisées la quantification et l'identification des particules plastiques présentes dans la colonne d'eau? Une fois filtrées sur les filtres, du coup? Voilà, oui. Alors, ces filtres, ils sont scannés à haute résolution. Et ensuite, c'est fait manuellement, on comptabilise en cliquant manuellement avec un logiciel qui s'appelle ImageJ, tout simplement. Et puis ça nous permet donc d'avoir le nombre total. Et puis après, ces filtres-là, ils sont expédiés en France pour faire de la spectroscopie. Et avec la spectroscopie, ils arrivent à déterminer le type de polymère, si c'est un polymère organique, comme je le disais, ou synthétique. Et après, la nature de ce polymère synthétique via une banque de données qu'ils ont dans leur système. D'accord, merci. Et tu montres bien dans ton exposé l'impact négatif des plastiques sur l'huître perlière. Est-ce que tu prévois de proposer des mesures pour éviter cette pollution issue de la perliculture? Alors, dans le cadre de mon projet, je ne m'occupe pas de ce genre de démarche, mais il y a déjà des projets qui sont en cours, qui sont montés pour justement changer les choses, essayer d'utiliser des biomatériaux, voilà. Je pense par exemple à la fibre de coco, peut-être pour les liens. Oui, c'est une idée qui est envisagée. Oui. Ok, merci beaucoup. Bonjour et merci pour cet exposé. Moi j'ai une question, tu nous as dit sur la fin de ton exposé que tu avais identifié 40% environ des plastiques qui viennent de l'activité perlicole. Oui. D'où est-ce que viennent les 60% qui restent, à ton avis? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est une contamination... on ne va pas dire normal, mais pourtant c'est le cas, c'est que les machines à laver rejettent énormément de microplastiques, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais à chaque machine à laver, il y a des fibres synthétiques de nos vêtements qui s'en échappent, donc ça c'est bel et bien du microplastique, et du coup des machines à laver, on en retrouve partout, tout le monde lave son linge. Ça, après, on retrouve des bouteilles en plastique, c'est vraiment classique, hein. Le polyéthylène terephthalate qu'on a vu, ça c'est des bouteilles plastiques, donc c'est pas du tout perlicole par exemple. Mais ça fait partie de la contamination qu'on retrouve classiquement. Je pense que même si on va dans des atolls non perlicoles, on retrouvera une contamination en particules plastiques. C'est quasi sûr. J'ai le temps d'une autre question. Est-ce que tu prévois de t'intéresser aux composés chimiques qui sont, comment dirais-je, absorbés sur les particules ou pas? Est-ce que c'est un travail à part entière, donc c'est peut-être compliqué de tout faire? Oui, c'est en cours. Les Lixivia, là, dont je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on fait une analyse de tous les composés qui sont présents. Donc, on identifie à la fois les additifs qui sont incorporés au moment de la fabrication des plastiques, mais aussi les composés chimiques que les microplastiques ont absorbés pendant leur vie dans l'environnement. Mais après, en Polynésie, on est quand même très peu touché par tout ce qui est polluants organiques persistants. Si on regarde nos moyennes faites par l'IRSN, par exemple, on est vraiment bas. Donc ce qui est toxique ici en Polynésie, au niveau de la perliculture et des microplastiques, c'est surtout les additifs, présents dès le début dans le plastique.
Bonjour. Bonjour. J'imagine que le vent va Redistribuer les particules. Oui. Donc, est-ce que vous avez pris en compte la vitesse de vent avec vos échantillons? Oui, à chaque trait de filet, on note. Bon, on ne peut pas noter le vent, on note la vitesse, on note des critères, plan d'eau agité, etc. Après, c'est vrai qu'il faut essayer de toujours se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et pour les prélèvements avec le filet monté en surface, il faut qu'il y ait moins de 5 nœuds de vent. Donc c'est très rare dans les atolls des Tuamotu où on a un vent d'est qui est souvent important. Et du coup, on ralentit la vitesse d'échantillonnage pour qu'il y ait le moins possible d'eau qui passe au-dessus du filet, pour que ce soit vraiment un prélèvement en surface. Mais évidemment, il y a une redistribution qui est faite dans les premières couches, les couches superficielles, quand il y a trop de vent. Donc, tu fais une correction avec tes données en fonction de... Je ne peux pas faire de correction, je fais avec ce que j'ai. Et c'est pour ça que l'intérêt de refaire des missions dans les mêmes atolls pourrait augmenter justement la puissance de ces résultats. Et pourquoi pas faire des missions un peu plus longues pour pouvoir sélectionner les jours où il y a vent calme, par exemple, et partir en mer pour réaliser les échantillonnages. OK. Et pour l'expérimentation sur la toxicologie sur les huîtres, les 4 concentrations que vous avez utilisées, oui. C'est lesquelles qui correspondent à les concentrations que tu as trouvées dans l'eau? Alors si on ramène, on a un petit peu fait les calculs pour avoir une petite idée, bah, c'est les concentrations les plus basses qu'on a testées. Alors, je vais remettre la diapositive si j'ai le temps. Tac. Alors, en gros, si on ramène la quantité de Lixivia par rapport au volume du lagon, par exemple, on se situe sur des bases de 0,001 ml par millilitre d'eau, ici. Donc c'est dilué au 1 millième, c'est-à-dire 1 microlitre de Lixivia dans 1 ml d'eau de mer. Pardon. Et du coup, on se situe sur ces bases-là naturellement. Donc on voit qu'on est à peu près pareil que le contrôle, mais on a quand même un impact au niveau de la mortalité qui n'est pas différent, mais la tendance commence. Okay. C'est à partir de là qu'on voit qu'il y a un effet dose qui se profile, et au fur et à mesure qu'on augmente en concentration, et ben, l'impact est de plus en plus important, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ouais, c'est parfait. Mais naturellement, on est à peu près sur des bases là, dans les lagons. Oui, est-ce que tu as imaginé ou est-ce que tu prévois d'avoir, par rapport à ce que tu as présenté au début de ton exposé, sur l'ensemble de ce qui se fait à l'échelle de la planète et notamment du Pacifique, d'avoir une évaluation d'un bruit de fond ou d'un témoin de cette pollution, mais dû aux apports extérieurs, donc éventuellement sur un lagon et un atoll qui serait totalement vierge, oui. pour voir effectivement ce qui vient de l'extérieur. Oui. Alors dans ma thèse, je ne vais pas me focaliser sur des atolls où il n'y a pas de perliculture, mais c'est la prochaine thèse qui va être ouverte dans la continuité de la mienne. Ça se portera sur des atolls où il n'y a pas de perliculture, donc ce sera très intéressant. Moi, les seuls résultats qui peuvent me permettre d'évaluer un petit peu cette contamination qui ne vient pas de la perliculture et qui vient de l'extérieur, bah, c'est les prélèvements dans la passe en courant entrant. Voilà. Merci.